il y a quand même de la part d'Israël un certain nombre de décisions à prendre en se disant attention, les Alors. Américains sont nos alliés, mais on ne peut pas compter sur eux surtout. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Dominique Simonet. Dominique, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes écrivain, essayiste, géopolitologue, que vous avez publié récemment aux éditions de l'Observatoire Requiem pour le monde libre. Voilà. Avec, entre Trumpisme et islamisme, la tenaille totalitaire. Voilà, alors c'est important et c'est justement de cela dont on voulait parler entre autres, c'est-à-dire de Trumpisme et des derniers développements sur le terrain. On voit que Donald Trump semble faire monter la tension, même si c'est aussi les Iraniens qui le suivent dans ce domaine. Il a décidé apparemment de bloquer à nouveau les ports iraniens. Est-ce que vous avez le sentiment que l'on est dans un tourbillon qui va aboutir vers une reprise des combats, ou alors c'est une situation, on va dire, de mi-guerre, mi-négociation, mi-diplomatie, mi-combat, dans lesquels, eh bien, finalement, on va évoluer pendant les prochains mois, au moins jusqu'aux élections du mid-term aux États-Unis? C'est une situation de perplexité pour Donald Trump. En fait, il a cru, je crois, même sincèrement, à des négociations. Un certain nombre de personnes, dont moi d'ailleurs, mais dont aussi un certain nombre de personnes de son entourage au Pentagone, ne pensaient qu'on ne pouvait pas faire confiance au Mollah et que toute négociation était vouée à l'échec. Et on l'a vu, ce protocole d'accord qui a été signé à Versailles est en fait une forme de capitulation des États-Unis face à des exigences absolument inacceptables du régime des gardiens de la Révolution. Et donc on a l'impression que maintenant, enfin, Trump a, a une forme de lucidité, qui se rend compte que cette voie-là ne peut pas aboutir parce que, en fait, bon, on est certain de le répéter depuis longtemps sans être vraiment entendu, mais on ne négocie pas avec un régime fanatique. Ce sont des gens qui sont prêts à tout, prêts à tuer leur jeunesse par dizaines de milliers, qui veulent anéantir Israël, qui veulent contrôler la région, qui ont un agenda de religieux fanatiques conquérants. Donc on ne peut pas négocier avec ces gens-là. Donc peut-être que... oui, pardon. Et si peut-être Donald Trump finalement avait changé son fusil d'épaule et qu'il avait constaté que la popularité des États-Unis était en berne depuis qu'il avait choisi la voie de la négociation, qu'il était très critiqué pour ses volte-face et que finalement, eh bien, on va dire peut-être que l'aile conservatrice, Marco Rubio et peut-être d'autres l'ont persuadé de revenir sur la voie de la confrontation. Oui, c'est juste. C'est juste, mais en fait, bon, ces volte-face en même temps, c'est vrai que ça c'est très déstabilisant, mais c'était une manière de maintenir une forme de stabilité dans une instabilité relative. C'est-à-dire, bon, ne serait-ce que pour les marchés, hein, de recalmer le jeu, de dire on va négocier, ça fait remonter les marchés, etc. Donc, il y avait aussi une forme de stratégie au coup par coup qui était la sienne. Simplement, il voulait au départ faire un coup spectaculaire en Iran, un peu comme le Venezuela. Simplement, ça ne marche pas comme ça avec ce régime-là. Et très vite, il y a eu cette idée qu'on ne pouvait pas vraiment s'en sortir de la même manière. Donc, négocier, et plus les semaines ont avancé, plus Donald Trump a lâché du lest et cherché une victoire, quitte à se l'inventer, cette victoire. Donc, on a vu qu'il a cédé sur les missiles balistiques. Il n'en est plus question dans le protocole d'accord, par exemple. Il a cédé sur les proxys et sur le nucléaire. Une vague promesse des mollahs lui aurait suffi pour dire aux Américains, regardez, on a gagné et on termine cette guerre. Sauf que ça ne marche pas non plus. Ça ne marche même pas non plus. Donc là, il est vraiment très embêté. Vous avez raison de souligner qu'il y a aussi des enjeux de politique intérieure. Il y a les midterms qui arrivent. Il y a une opposition maintenant qui se dessine au sein des élus républicains. Et il y a l'opinion américaine qui est à 56% à peu près défavorable à cette guerre et qui voudrait en finir. Donc voilà, il est un peu
un peu coincé. Et on voit que les intérêts des États-Unis et les intérêts d'Israël divergent. Tant que Donald Trump avait les mêmes intérêts qu'Israël, ça allait très très bien, tout le monde était content. Il allait étendre les accords d'Abraham. Il faut souligner, il a quand même aussi permis de libérer les otages, ce qui n'est pas rien. Mais ensuite, quand les intérêts des États-Unis et les intérêts de Donald Trump divergent, là, on voit qu'ils s'éloignent. Oui. Ils s'éloignent d'Israël. Et ce ne sont pas les mêmes intérêts stratégiques. Et puis, il y a les alliés aussi, on n'en parle pas tellement, mais les alliés du Golfe Persique, les pays comme les Émirats, comme le Koweït, comme le Bahreïn, qui sont ces derniers jours la cible des Iraniens, ils doivent commencer à tirer la sonnette d'alarme et dire à quoi ça sert d'être allié des États-Unis aussi, peut-être, dans ce contexte. Exactement. D'autant plus qu'il y a aussi des bases américaines. Il faut pas Ben oui, c'est ça, les bases américaines sur place. Et il y a une autre inquiétude là ces jours-ci, c'est après le sommet d'Ankara, on voit que Washington se rapproche un peu de la Turquie, ce qui doit inquiéter Israël d'ailleurs, Oui. et avec même des éventuellement les F-35. Le F-35. Donc tout ça laisse penser à une inflexion des alliances. Le problème, c'est que Donald Trump est là, c'est quand même le président d'une grande démocratie, mais il n'est pas très fiable avec ses alliés. Et on le voit avec les alliés européens, avec l'OTAN, c'est tout juste. L'alliance transatlantique tient, mais on ne fait pas totalement confiance à Donald Trump. Et en Israël, on se rend compte aussi que maintenant, peut-être, il ne faut pas non plus lui faire trop confiance. Oui. Est-ce que par exemple, la disparition subite de Lindsey Graham, qui était très proche d'Israël et aussi, on va dire, proche du président Trump, c'est un handicap, c'est-à-dire ça peut poser un problème, c'est-à-dire le fait qu'un homme comme ça, qui avait l'oreille attentive du président américain, ne soit plus là, ça peut porter tort à Israël aussi? Oui, parce qu'il y a un rapport de force important maintenant à Washington, justement, sur ce dossier, d'autant plus que la guerre en Iran est devenue un enjeu important pour les élections législatives, les midterms. Il n'y a pas que les législatives, les élections de gouverneurs. Ça. Et on voit d'une manière assez effrayante que du côté des démocrates américains, Israël devient un enjeu électoral, ou plutôt être contre Israël. On le voit dans toute les candidats aux primaires démocrates qui ont été promus par Zoran Mamdani, par exemple. Et donc, il y a de l'autre côté, à gauche, vraiment un antisionisme qui est le mot élégant pour dire souvent antisémitisme, soyons clairs, un antisionisme qui se revendique et qui devient un argument de campagne. Donc, les enjeux maintenant deviennent très très importants et il y a aussi l'enjeu militaire. On ne peut pas laisser non plus des groupes aéronavals en permanence comme ils le sont dans la région. La guerre coûte cher. Mais bon, vous en parliez avec Olivier Rafovitch. Il y a une personne ne peut dire aujourd'hui comment cela peut évoluer, mais il y a deux impasses. Il y a un enlisement avec une succession de frappes, de cessez-le-feu, de frappes. Il peut y avoir aussi un engagement plus fort si jamais il y avait, par exemple, des morts américains. Mais encore une fois, ce que je tiens à souligner, c'est que hélas, c'est ce qu'on craignait, c'est ce qu'on prévoyait. Même il y a une divergence d'intérêts stratégiques avec Israël. Et Israël doit maintenant, bon, ça ne veut pas dire que les États-Unis vont lâcher Israël. Il y a beaucoup les deux ont besoin de l'autre, ça c'est évident. Mais malgré tout, il y a quand même de la part d'Israël un certain nombre de décisions à prendre, comme le font les Européens d'ailleurs, en se disant attention, les Américains sont nos alliés, mais on ne peut pas compter sur eux surtout. Alors justement, je vais rebondir avec ma dernière question sur l'Union européenne qui s'est réunie hier, et en fait ce sont les pays donateurs à l'autorité palestinienne qui se sont réunis hier à Bruxelles et qui ont débloqué près d'1 milliard de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza. Il y a toujours beaucoup de générosité de la part de l'Union européenne, mais est-ce que finalement, aujourd'hui, envoyer 1 milliard de dollars dans la bande de Gaza, sans un contrôle, on va dire, assidu, c'est pas prendre, d'une certaine manière, renforcer le Hamas, ou en tout cas ce qui reste du Hamas dans ce qui reste de la bande de Gaza aujourd'hui?
Écoutez, c'est bien possible parce que qui dirige Gaza actuellement? Oui. Bon, c'est vrai que les Européens et Emmanuel Macron essayent de s'appuyer sur une idée d'une autorité renouvelée avec sur la base de l'autorité palestinienne. Mais est-ce que c'est quelque chose de solide? Est-ce que c'est la réalité Et est-ce que le Hamas le laissera s'installer aussi? Exactement, on sait que le Hamas essaye de reconstituer ses forces. Donc, bon, oui, vous avez raison, il y a une forme de générosité. C'est bien de penser à la reconstruction de Gaza et d'essayer d'aider les Palestiniens qui sont quand même dans une situation délicate, mais on pourrait aussi attendre de la part des Européens un rapprochement, en tout cas des paroles aussi. À l'égard d'Israël, qui ne soient pas simplement des proclamations antisionistes pour faire avancer les agendas électoraux de la gauche. Eh bien, on va en rester là. Merci beaucoup, Dominique Simonet, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt. Merci, à bientôt.